Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment affligé de ne pas être parmi vous ce soir, mais l'actualité, je dirais, sur la commune de Languette est si vive autour de l'arrêté que j'ai pris créant une distance d'éloignement des pesticides de 150 mètres, qu'il me faut une présence accrue, je dirais, dans la commune, notamment pour protéger la commune des conflits importants qui sont conduits d'ailleurs de l'extérieur de la commune et pas de l'intérieur de la commune, notamment par des syndicats majoritaires de la profession agricole qui refusent vraiment la remise en cause du modèle agricole actuel et qui refusent pour ce faire un arrêté que j'ai pris, qui est pourtant un arrêté de protection de la population, de santé publique, qui n'interdit pas dans les 150 mètres bien entendu l'agriculture, mais qui aurait permis d'explorer donc sur ces fameux 150 mètres une agriculture conventionnelle, mais en tout cas sans chimie. Alors, mille excuses, j'aurais tellement aimé être parmi vous parce que être à Cohérence, c'est toujours pour moi une source de ressourcement. Je m'étais engagé auprès de Jean-Claude Pierre, que je salue. J'ai vu que Jean-Claude Pierre, pour annoncer cette soirée, avait fait une petite vidéo dans laquelle il relate sa visite de ma petite commune de Languette, 602 habitants. Et je crois que Jean-Claude a très bien compris tout ce qui se passait dans cette commune et les avantages que nous avons aujourd'hui à conduire de façon ferme et j'espère définitive une politique liée ou centrée sur l'écologie sociale. Donc en 1999, il y a une élection partielle, vous savez, dans les petites communes où il y a le scrutin uninominal à 2 tours, les gens votent pour plusieurs listes, peuvent rayer des listes, peuvent mélanger des listes, peuvent même à l'époque voter pour des gens qui ne se présentaient pas. Et il se trouvait que à cette époque, bon, les habitants, pour des raisons qu'on connaît, mais il n'est pas intéressant de s'attarder là-dessus, ont rayé, voté, mixé pour des gens qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc on pouvait, c'est ce qu'on dit à l'époque, on pouvait présenter, si vous voulez, son chien ou sa chèvre, elle était sûre d'être élue. Et nous étions donc un peu macronistes avant l'heure. Et nous nous sommes retrouvés élus et j'ai été désigné par le conseil municipal, premier magistrat de la commune. Il y a eu des nouvelles élections bien entendu en 2001, en 2008 et en 2014 où l'équipe que j'ai l'honneur de conduire a été elle-même reconduite par les habitants lors de votes assez forts et assez fermes. En 1999, nous avions une intuition qui était qu'il fallait bien qu'on s'occupe du développement durable. Et comme nous n'avions pas de projet politique, puisqu'on avait voté pour des individus, pas pour un projet, j'ai proposé au conseil municipal de s'engager sur cette notion de développement durable qui était à l'époque une notion étrangère, je dirais, au langage politique. On parlait plutôt de cadre de vie, on parlait plutôt d'environnement, surtout de cadre de vie, qui consistait grosso modo à Languette à s'occuper un peu des espaces verts, avoir quelques jardins fleuris, et c'était à peu près tout. Le fait d'avoir cet axe de développement durable était intéressant parce que personne ne savait vraiment ce qu'allait être le développement durable, y compris moi-même. Et en Bretagne, je dirais, à part Jean-Claude Pierre qui savait où nous faire aller en Allemagne, à Fribourg, pour voir des exemples concrets de développement durable, nous étions un peu démunis sur le plan concret, mais qu'est-ce que donc une développement durable sur le plan concret? Donc ça avait comme avantage de mettre tout le monde en position d'avoir à savoir ce que ça allait pouvoir être et non pas dans une situation où quelques-uns pouvaient expliquer ce qu'était le développement durable. La deuxième intuition, qui était peut-être la plus forte, je crois, à l'époque, c'était de ne pas avoir d'adjoint ou d'adjointe au développement durable, puisque tout ce que nous décidions sur le plan politique, que ce soit la petite enfance, l'école, la voirie, les logements sociaux, tout était regardé, décortiqué, amendé en fonction de cette question du développement durable. C'était pas toujours très simple, parce que quand nous avons construit notre école de haute qualité environnementale, nous n'avions pas du tout nous ne savions pas comment faire un cahier des charges pour choisir une entreprise qui pourrait installer sur le toit de notre école des panneaux photovoltaïques.
photovoltaïques. Et d'ailleurs, en Bretagne, on nous disait assez facilement, mais oh là là, n'allez pas vous embêter avec ces panneaux solaires, il n'y a pas de soleil en Bretagne, ça ne marchera jamais, etc. Donc en Bretagne, à Languette, aujourd'hui, nous avons réussi malgré tout à installer les premiers panneaux photovoltaïques sur un équipement public. Ils se trouvent à Languette et ça se visite aujourd'hui comme des collectors. Mais cette intuition de ne pas avoir d'adjointe au développement durable, donc c'était une intuition qui nous a permis d'avoir une politique transversale et en tout cas d'essayer de le faire. Bien sûr, nous nous sommes retrouvés avec des difficultés techniques, méthodologiques, et la politique, comme le disait Jacques Ellul, c'est aussi d'avoir le choix entre plusieurs solutions, mais encore faut-il que ces solutions existent vraiment. Et nous cherchions depuis longtemps à avoir une cantine 100% bio, mais comment faire si nous n'avions pas une sécurisation de l'approvisionnement? Et c'est parce qu'à un moment donné, les agriculteurs bio se sont regroupés au sein d'un GIE, le GIE Manger Bio 35, que nous avons pu leur dire, bah oui, nous on y va, on fonce, on est d'accord d'être client, et on est d'accord, on vous demande même que notre cantine soit 100% bio, à partir du moment où vous pouvez nous approvisionner. Et depuis 15 ans maintenant, donc tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique, avec 3 fournisseurs, un boulanger d'une commune voisine, les agriculteurs bio du secteur, qui d'ailleurs font les menus en fonction des saisons avec notre cuisinier, et Biocop qui nous fournit en produits secs, des pâtes, le riz, etc. Donc, vous voyez, la politique, c'est d'avoir vraiment, de s'appuyer sur des choses concrètes. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que c'est le projet politique qui domine, c'est le projet politique qui commande, c'est le projet politique qui donne l'impulsion, et on cherche à faire converger dans la commune les solutions techniques, méthodologiques, démocratiques pour arriver à l'objectif fixé. Une autre intuition nous est venue en tout début de mandat, en 1999, d'essayer nous sommes aperçus qu'il nous fallait rompre un petit peu, ou peut-être même pas un petit peu, mais de façon assez nette, avec la démocratie participative, qui consistait en gros à l'époque, c'était pas encore très connu comme terme, mais qui consistait à réunir les gens dans une grande réunion publique et leur demander leur avis. Et nous avons eu une première expérience avec un problème routier. Il y a une voie routière qui traverse notre commune de part en part, qui est une voie rude, qui a été une voie très routière dans le temps, avant que la déviation soit faite. La déviation est faite depuis 40 ans, mais elle conserve vraiment une atmosphère qui est très facile, qui donne à la voiture l'envie d'aller vite, qui rend la voiture prioritaire sur les personnes. Et cette route, elle se trouve donnée aussi sur l'école publique. Et donc il y avait un diagnostic dans la commune partagé. Tout le monde était d'accord pour dire il faut résoudre ce problème de la vitesse, il faut absolument le résoudre. On ne peut pas comment en rester là et comment le faire. Nous faisons une réunion publique. Et là, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu une série de propositions dures, des coussins berlinois, vous savez, ces trucs en plastique qu'on met sur les routes, des dodanes, des chicanes, des feux, des stops, enfin tout un tas d'interdictions ou tout un tas de contraintes qui nous paraissaient très dures, légitimes peut-être par rapport au problème de la voiture, mais qui allaient donner dans le bourg une ambiance, je dirais, de dureté. Alors que nous souhaitions plutôt introduire du paysage, introduire de l'art, de la biodiversité, mais aussi des poules. On pensait que mettre des poules dans la rue, partout, ça aurait l'avantage de ralentir la circulation, parce que comme vous savez, les poules ne sont pas très obéissantes, elles vont où elles veulent, et on a du mal à les raisonner, donc les gens auraient fait attention. Et on propose ce projet, ce contre-projet, et là c'est évidemment un branle-bas de combat contre notre façon de voir, puisque on me dit tout de suite, monsieur le maire, écoutez, c'est pas la peine de nous réunir pour nous demander notre avis, si après vous n'en faites qu'à votre tête et vous faites que des choses qu'en plus on n'approuve pas, comme cette histoire de poule. Et nous n'avons pas pu le faire, si vous voulez. Nous avons limité un peu le côté dur de l'aménagement, mais pas totalement. Et c'est que ces 2 dernières années, où en racontant cette histoire des poules, des habitants sont venus me dire, mais enfin monsieur le maire, c'est quand même bête que vous n'ayez pas mis les poules en place, parce que c'est une bonne idée. Et bien je peux vous annoncer que ce mois-ci, nous allons installer des poulaillers dans le cœur du village. Les poules vont aller librement, et nous avons acheté des panneaux attention poules qui vont, je pense, permettre de ralentir la circulation. En tout cas, on va voir.
Donc la démocratie participative, telle qu'on la conçoit en tout cas en France, est souvent une démocratie conservatrice, puisque ni vous ni moi dans une réunion publique, vous ne pouvez avoir une idée, vous ne pouvez faire une proposition dont vous avez strictement jamais entendu parler. Alors forcément, ça ramène, si vous voulez, à des choses connues, donc à des choses qui sont de l'existant et non pas à des choses qu'il faudrait inventer. Donc nous avons, cette leçon nous a servi beaucoup. Et nous avons depuis développé, en tâtonnant beaucoup, ce qu'on a appelé une démocratie coopérative, c'est-à-dire qu'on fixe un objectif extrêmement précis et le plus loin possible dans l'écologie. Par exemple, nous décidons, au niveau du conseil municipal, la cantine sera 100% bio. Donc c'est un cadre. Mais par contre, nous nous gardons bien de dire ce que sera le contenu de cette politique. Et nous réunissons les gens, tous les gens qui veulent, de la cuisinière aux agriculteurs, en passant par les parents, les enfants, les instituteurs, pour leur dire, mais venez, est-ce que vous pouvez nous aider, venir nous aider à mettre en place cette cantine 100% bio, ce cadre que nous venons de définir. Ce qui veut dire que d'emblée, nous mettons les gens en situation de compétence, c'est-à-dire nous avons besoin de votre compétence, de vos idées pour arriver à un objectif dont strictement personne n'a entendu parler, dont strictement personne ne sait comment on peut y arriver. Et comme ça, de bon an, mal an, nous construisons ensemble avec les gens un projet qui finit par aboutir. Et le 5 janvier 2004, les enfants revenant des vacances scolaires ont mangé bio et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Tous les produits servis aux enfants depuis sont issus de l'agriculture biologique. Donc cette démarche coopérative, un cadre sans contenu, est extrêmement intéressante. Il faut souvent un bon animateur, qui n'est pas forcément un élu, qui peut être une personne extérieure, qui sache ramener les gens dans le cadre, c'est-à-dire qu'il soit un peu une empathie aussi. Il ne s'agit pas de chasser les gens, mais on leur dit, attendez, là vous sortez du cadre, vous êtes en train de faire une proposition, par exemple d'avoir un menu bio de temps en temps, ou d'avoir de faire la semaine du bio pour essayer, là, hop, là vous sortez du cadre, est-ce que vous pouvez revenir dans ce cadre, et hop, on retravaille avec l'objectif. Et depuis, nous avons tenté de travailler de la même manière, y compris sur l'aménagement urbain, avec des processus de conception intégrés, comme on appelle ça, c'est-à-dire que le même jour à la même heure, l'architecte que la commune a choisi, qui est très clairement choisi par des objectifs qu'il va essayer d'atteindre, convoque le même jour les gens de la bibliothèque, les voisins de la bibliothèque, l'opérateur social qui va construire des logements associés, les usagers de la bibliothèque bien entendu, les élus, et tout ce beau monde travaille, si vous voulez, avec l'architecte, et puis on essaye de voir comment on peut arriver à l'objectif final, au cadre final, et ça donne des choses très intéressantes. Un des autres aspects, ça a été de renoncer en partie, tout en partie, et là je sais que ça peut heurter le réseau Cohérence, qui est un réseau d'éducation populaire majeur, c'est que nous avons évité, si vous voulez, de faire précéder nos actions par ce que les technocrates appellent l'acculturation du public. L'acculturation du public. Public déjà, donc un public cible. Ça veut dire qu'on se place au-dessus des gens, et en se plaçant au-dessus des gens, on va leur faire prendre conscience qu'eux. Et là, on rentre dans une démarche, si vous voulez, qui peut être prise, qui est souvent prise comme condescendante. Vous n'avez pas conscience de ce problème-là, je vais, moi, vous informer de ce problème. Et là, on perd tout un tas de gens qui peuvent être heurtés par ce que l'on dit sans qu'ils aient les moyens du tout de pouvoir le dire. Je prends un exemple, toujours sur la cantine, si vous permettez. Quand nous avons décidé la cantine 100% bio, nous avons bien évité de la précéder de formation, par exemple, pour voir pourquoi nous le faisions, pour éviter qu'il y ait des pesticides dans l'assiette des enfants, pour soutenir une agriculture biologique, locale, donc des raisons qui auraient amené les parents d'élèves en particulier à se dire quelque part au cours de la réunion, au cours de cette acculturation, de se dire mais moi est-ce que là le maire est en train de dire, ou les élus sont en train de dire qu'ils vont s'occuper du bien manger de mes enfants à la cantine, mais moi est-ce que je fais ça? Et là on serait rentré dans une logique, si vous voulez, de donner des leçons aux autres, ou d'être compris en tout cas comme tel. Donc il s'agissait d'être extrêmement pragmatique. Et l'un des pragmatismes les plus
important, c'est évidemment la cuisinière qui elle, pouvait, à qui on disait symboliquement, si vous voulez, attendez, vous êtes là depuis 20 ans, bon, vous avez bien travaillé, c'est vrai, mais maintenant on va faire autre chose. On peut lui signifier, comme voulant faire le bio, là maintenant, on remet en cause peut-être 20 ans de son travail. Donc c'est quelque chose d'inentendable. Donc cette personne pouvait empêcher le projet, le freiner, mettre de l'inertie, ne pas être enthousiaste. Et voilà. Et il fallait donc que cette personne soit embarquée dans la situation. Et nous lui avons demandé qu'est-ce qu'elle aimait faire, qu'est-ce qui lui fait plaisir de faire aux enfants dans la cuisine. Et par exemple, elle a plein de choses, mais elle était une championne du rôti de porc au pruneau. Bon, on a fait du rôti de porc bio au pruneau bio. Vous voyez, il n'y a pas de quoi en faire une réunion publique, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Cette notion, si vous voulez, que Pierre Bourdieu aurait peut-être appelé la violence symbolique, hein, c'est une notion dont il faut faire très attention dans la formation des gens, dans l'approche des problèmes par les gens, parce qu'on peut, sans le vouloir, malgré notre empathie, notre sympathie pour les gens, porter un jugement sur leur façon de faire, un jugement sur leurs achats, un jugement sur leur comportement, un jugement sur la façon d'éduquer leurs enfants qui peut leur paraître intolérable et en tout cas abusif. Donc méfions-nous de ces notions d'acculturation. Ce sont des notions qu'il faut essayer de combattre plutôt par une écologie de l'action, c'est-à-dire je décide de faire, et dans l'acte de faire, il y a une formation qui est de fait, si vous voulez, qui a lieu. Ce que nous avons l'habitude de prendre comme exemple, c'est cette phrase magnifique de Paul Houet, inventeur de l'intercommunalité, et qui disait que pour lui un territoire, une commune en tout cas, c'était comme un chaudron, ça bout toujours par sa base, jamais par son couvercle. Le couvercle peut empêcher à la marmite de bouillir, c'est ce que fait l'État souvent, on nous empêche de faire localement. Mais par contre, rien ne nous empêche de mettre des ingrédients, de mettre quelques experts, un peu de grains de sel, un peu de grains de poivre, qui viennent alimenter le chaudron, qui viennent faire que la cuisson est meilleure, en tout cas que le jus ou que le plat qui sort de cette marmite soit le meilleur possible, le plus apprécié possible pour le maximum de gens possible. Un des autres aspects, si vous voulez, qu'il nous faut faire très attention dans une démarche communale, de mon point de vue, en tout cas par expérience, c'est que même dans des démocraties coopératives, même si on part de la compétence des gens pour faire les choses, il n'empêche qu'un certain nombre de personnes ne se sentent pas autorisées à participer à ce type de démarche, donc ne viennent pas. Et c'est un souci parce que ce sont souvent, parfois, je vous dirais même souvent, des gens les plus modestes, les gens qui ont peur de se retrouver en fait dans une forme scolaire où on vient leur expliquer les choses et ils ne veulent pas ça, ils ont un contentieux avec l'école et ils veulent pas remettre ça le temps de leur loisir ou le temps libre qu'ils ont pour éventuellement s'engager pour la commune. Donc il faut prendre d'autres formes pour toutes ces personnes assez nombreuses, hein, je dirais même majoritaires dans la commune. Et je vais vous raconter une histoire qui est en cours là, qui n'est pas finie, qui est le fait que lors d'ateliers citoyens, nous nous sommes aperçus, les habitants se sont aperçus, nous sommes aperçus avec les habitants, à la faveur il y avait que pour manger, il fallait aller faire nos courses. C'est quelqu'un qui a sorti ça dans l'atelier, ah oui mais pour manger il faut que j'aille faire mes courses. Quelqu'un d'autre a dit, oui mais s'il arrive quelque chose et que je ne peux pas aller faire mes courses, comment je fais ? Et quelqu'un d'autre a dit, ben oui, on ne sait pas, on ne sait plus faire notre potager. On a pourtant des potagers partagés dans la commune, mais on ne sait pas les utiliser. Quand on a envie de faire, on n'a pas le temps. On ne sait pas comment s'y prendre. Les loches, dès que j'ai mis quelque chose en place, ça a tout mangé. Et donc, s'il y a une catastrophe climatique, une catastrophe sociale, et que je ne peux plus aller faire mes courses, comment je fais pour manger? Comment je fais pour nourrir ma famille? Et cette notion, si vous voulez, qui pouvait paraître anxiogène, qui était anxiogène, nous l'avons remise dans une démarche beaucoup plus coopérative, en décidant de créer avec les habitants un tiers-lieu du potager et de la frugalité partagée, qui va être construit là très prochainement, et qui veut célébrer les savoir-faire nouveaux et anciens, notamment en termes d'agriculture, notamment en termes de cuisine, mais aussi en termes de fabrication de produits ménagers par nous-mêmes.
Or, il se trouve justement que c'est dans la commune se trouve un certain nombre d'experts que sont des jardiniers particuliers qui ont plutôt plus de 70 ans, qui depuis des années et des années font leur jardin, sont en autosuffisants par rapport à leur pratique, et surtout depuis la loi Labbé, ils ont accéléré leurs connaissances, ils ont repris à tâche avec leurs connaissances, n'ayant plus la possibilité, ou moins la possibilité d'acheter des pesticides et insecticides de synthèse pour leur jardin. Ils retrouvent des choses de bon sens, des mélanges de graines, des mélanges de plantes, des façons de faire qui sont pas très loin de la permaculture, mais alors eux ils appellent pas ça la permaculture, hein, ils appellent pas ça le bio non plus, ils appellent ça cultiver au naturel. Et ces personnes, ce sont ces personnes qu'on essaye aujourd'hui qu'on connaît bien, et à qui on va demander une chose simple, c'est est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place des choses concrètes, dans des jardins concrets, partager votre expérience, mais ça ne sera pas partagé au cours d'une réunion, ça sera partagé autour de chantiers concrets, de chantiers qui auront lieu chez les gens, qui auront lieu autour de la ferme permacole que nous sommes en train de mettre en place, au cours de jardins partagés. Mais cette expertise, ce sera une expertise concrète. Ça sera vraiment avec les bottes, avec la pelle, la pioche, la binette, tout ce que vous voulez, avec des partages de graines. Donc quelque chose qui fait sens, qui fait société. Et c'est à partir de là que nous allons embarquer un certain nombre de personnes, nous l'espérons, dans la politique communale, qui le regardent de façon sympathique aujourd'hui, hein, qui regardent de façon bienveillante, mais auxquels ils ne participent pas vraiment, ne se sentant pas, je dirais, compétents pour le faire. Or, nous avons besoin de cette compétence vraiment, et nous allons le mettre en place dans les prochaines semaines, si bien entendu les électeurs le souhaitent.